Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Depuis le début de l'année, l'avènement de l'IA chamboule l'univers du marketing, et pas que. Création de contenu, nouvelles fonctionnalités sur les produits, automatisation, il y a plein d'impacts dans tous les sens. Certains métiers qui commencent aussi un petit peu à s'inquiéter. Et les entreprises aussi ont vu cet avènement, cette révolution arriver avec beaucoup de bouleversements et parfois un peu d'inquiétude. Et justement, je suis aujourd'hui avec Hélène Draoulek, qui est CMO chez iAdvise et qui a vécu cette transformation-là de l'intérieur et qui va pouvoir justement nous partager un petit peu comment ça s'est passé chez eux. Bonjour Hélène. Bonjour Axel. Eh bien écoute, enchanté de te recevoir sur le podcast aujourd'hui, d'autant que ça faisait un moment en plus que je voulais t'inviter, je te l'ai dit. Donc c'est cool de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi qui passionne les foules, disons-le. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Eh ben écoute, moi je suis ravie d'être là. Oui, je m'appelle Hélène Draoulek. Comme mon nom l'indique, je suis bretonne, mais je vis à Paris maintenant depuis presque une petite vingtaine d'années. Dans quelques semaines, je vais passer le cap fatidique des 40 ans. Voilà, et j'ai 2 enfants, un petit Martin qui vient de rentrer en CP, une petite Amélie qui va avoir 2 ans, un mari parisien qui est la raison pour laquelle je suis enfermée, coincée à Paris depuis quelques années, et un chat qui s'appelle Jean Poil et qui est un vrai expert du marketing puisqu'il fait à peu près toutes mes réunions marketing en home office. Et tu vois, je me demande si c'est pas lui que tu aurais dû inviter sur ton podcast, en fait. Donc ça, c'est pour la partie perso. Pour la partie pro, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le B2B. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ton podcast parce qu'il y a souvent beaucoup de réponses à des questions que je me pose au quotidien. Et moi, mon truc, c'est le B2B expérience client. Donc je suis une grande passionnée de la relation client. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire pour qu'elle soit meilleure, que c'est un sujet dans lequel je suis engagée très sincèrement depuis le début de ma carrière. Et en ces 15 ans, j'ai fait des choses assez diverses. J'ai travaillé pour tout type de boîte. J'ai travaillé pour des très grosses entreprises. Donc la plus grosse, c'est Fondever, c'est plusieurs centaines de milliers de salariés. Mais j'ai aussi travaillé dans des startups où on était moins de 10. Okay. Et dans des entreprises de taille intermédiaire, centaines, milliers de salariés. Et j'ai fait aussi différents postes, différentes fonctions. Donc j'ai démarré en tant que sales, j'ai dirigé des équipes sales, et ensuite j'ai basculé dans le marketing. Et du côté obscur, tu viens. Du côté obscur du marketing, et je pense que ça explique beaucoup la manière dont je fais du marketing aujourd'hui. Et puis quand je parle de mon CV, il y a souvent une ligne que les gens retiennent, c'est le fait que j'ai travaillé chez Zendesk en 2015, à partir de 2015. Donc, il y a un petit moment, j'ai été la salariée numéro 2 de Zendesk en France. Et donc, j'ai participé au développement de Zendesk en Europe du Sud pendant plusieurs années. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et donc, si après, on mélange tout ça et on regarde un peu le point commun dans toutes ces expériences, c'est qu'à chaque fois, le défi, c'était construire et scaler. Donc, vraiment développer des équipes, développer des entreprises. Et c'est vraiment ça que j'aime faire.
Et puis donc aujourd'hui, pourquoi suis-je là aujourd'hui? Je crois que tu m'as invité en tant que Chief Marketing Officer d'iAdvise, donc Ouais. iAdvise que j'ai rejoint il y a 1 an et demi. Ok, très bien. Bah, écoute, ça fait un parcours riche, c'est marrant. Je pense qu'un jour, il faudra que je consacre vraiment un épisode aussi sur la différence entre le market quand on est dans des très grandes entreprises avec qui sont matures, avec énormément de salariés, et puis quand on est vraiment aussi dans les premiers salariés d'une boîte, ça fait vraiment des expériences. Je pense que c'est quasiment des métiers différents presque, mais enfin bon, bref, Ah bah, il y aurait il beaucoup y de aurait choses à matière à dire. parler. Ouais, tu inviteras Jean Poil dans ce cas-là. Ok, écoute, ça fera un nouvel épisode avec un invité original. Ça marche. Bah, rentrons du coup dans le vif du sujet. Je le disais, aujourd'hui, on va parler un petit peu du coup de cette révolution de l'IA. Mais avant qu'on rentre dans le après, est-ce que ça a changé? Est-ce que du coup, tu peux nous parler du rôle du market chez iAdvise et de votre fonctionnement un petit peu pré-IA, du coup, si j'ose dire. Ouais. Alors peut-être expliquer ce que fait Ouais, iAdvise, parce que pour toi et moi, c'est sans doute évident, mais peut-être qu'il y a des gens dans tes auditeurs qui nous connaissent pas. tu as raison. Moi, donc, j'ai rejoint iAdvise il y a 1 an et demi parce que j'avais exactement la même conception de ce que devrait être la relation client qu'iAdvise. Je te dis, moi, c'est mon cheval de bataille depuis un certain nombre d'années. Ouais. Et le constat que je porte aujourd'hui avec iAdvise, c'est que l'expérience d'achat en ligne, elle est frustrante. Et que la plupart des achats qu'on fait en ligne, nous, dans notre quotidien, c'est plutôt par contrainte et par opportunisme, parce qu'en gros, tu veux gagner du temps, Mhm. que par vraiment conviction de te dire, oh, je vais avoir une expérience extraordinaire en allant acheter sur ce site de e-commerce. Et en fait, généralement, quand tu veux une expérience géniale, tu as quand même tendance à aller en magasin pour voir le produit, mais surtout pour avoir une discussion avec un vendeur qui est un vrai passionné, qui est un vrai expert et qui va pouvoir vraiment t'aiguiller sur le bon produit, sur le Mhm. bon achat. Et donc ça, c'est la conviction que je porte et qu'on porte chez iAdvise, c'est qu'en fait, il faut absolument casser cette expérience d'achat en ligne mauvaise en la rendant plus conversationnelle. Et donc comment on le fait? C'est grâce au messaging, on va permettre en fait aux clients de discuter avec des marques par Messenger, par WhatsApp, par chat, exactement Mhm. comme ils vont aller discuter avec leur famille en fait. Et donc ça, on le fait au moyen d'une plateforme SaaS qui est alimentée par une IA générative de confiance. Donc, on va parler d'IA, donc on en Ok. parlera. Et on le fait pour plus de 2000 marques comme Nespresso, Boulanger, Samsung, Decathlon, Fnac Darty par exemple. Ok. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint iAdvise il y a 1 an et demi. C'était vraiment un alignement de valeurs. Mhm. Et le contexte de mon arrivée, il était très particulier puisque j'ai rejoint une équipe qui n'avait pas de manager depuis un moment. Et une équipe qui faisait déjà une taille assez conséquente puisqu'il y avait déjà une quinzaine de personnes qui étaient en plus réparties entre la France et les États-Unis. Ok. Et donc, le boulot que j'ai eu, les challenges que j'ai eu en reprenant cette équipe, c'était petit 1, de redynamiser une équipe qui n'avait pas eu de manager et qui avait plein de belles initiatives, mais dont les gens en interne et à l'externe n'étaient pas forcément bien informés. Donc, il y a eu un travail là-dessus. Et le deuxième challenge ou la deuxième mission que j'avais quand j'ai rejoint iAdvise, c'était comme j'arrivais d'entreprises SaaS cotées en bourse américaine, plus grande, plus mature d'un point de vue marketing, que j'avais déjà vu le film entre guillemets de l'étape Mhm. d'après, c'était de venir implémenter toutes les best practices de ces entreprises, notamment en termes de lead gen, donc avec une approche très centrée croissance, résultats, business. Et Ok. donc mon boulot dans les premières semaines et dans les premiers mois, ça a été d'identifier les talents dans l'équipe, et Dieu sait qu'il y en avait. Ça a été d'en développer certains et d'en promouvoir certains. Ok. Ça a été de réorganiser l'équipe. Donc aujourd'hui, l'équipe n'est plus du tout organisée de la manière dont elle était organisée il y a 1 an et demi. En la réorganisant, on s'est rendu compte qu'il y avait des trous, donc on a recruté des talents à l'externe et on a du coup réussi à créer une équipe très forte en termes de compétences. Et le dernier point, ça a été de restructurer les process. Des process, il y en avait, mais c'était très oral, c'était très peu documenté, et donc on a beaucoup questionné la manière dont on travaillait. On a fait du pushback sur un certain nombre de sujets, on a priorisé, on a documenté, et ça a été un des gros boulots. Et tout ça en ayant cette approche très lead gen. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'équipe marketing d'iAdvise, c'est une de nos Mhm. priorités absolues, c'est d'être un partenaire business. Et donc, il y a eu un gros boulot aussi d'alignement avec l'équipe sales
et de communication avec l'équipe sales quand je suis arrivée. C'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi. Ok. Gros enjeu lead gen, ok. Et de structuration alors au final aussi. Ouais. Bah, du coup, on le disait un petit peu en introduction. Alors, le sujet du jour, là, c'est l'IA, qu'on a vu arriver en début d'année très fort. Ça fait des années qu'on fantasme un petit peu sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bon, ce coup-ci, on dirait que c'est pour de bon. Forcément, ça a eu un impact considérable pour plein de boîtes sur les offres. Aussi en termes de marketing, de métier, on en parlera, mais sur les offres en premier lieu. Comment ça s'est passé de votre côté? Tu le disais, du coup, cet outil conversationnel, forcément l'IA aussi, ça joue. Comment est-ce que vous l'avez vécu, du coup, cette transformation-là? Alors nous, ce qu'on pense chez iAdvice, c'est que l'IA, c'est pas une mode. Mmh. C'est pas un truc qui va être démodé dans 6 mois. C'est une vraie révolution technologique, bien sûr, mais c'est aussi surtout une révolution d'adoption. Donc OpenAI a annoncé en juillet dernier 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT, et moi je pense sincèrement que ce n'est que le début de la vague. Mmh. Alors, on n'a pas, nous, découvert l'IA chez iAdvice en décembre 2022 quand ChatGPT, enfin, quand OpenAI a fait les annonces. Ça fait partie, je dirais, de la manière dont on travaille le produit depuis des années. Ok. En revanche, on a bien compris qu'il y avait un enjeu d'accélération très fort qui allait se déployer dans l'année 2023. Donc, ce qu'on a fait au premier semestre 2023, ça a été de cartographier les différentes possibilités qu'offrait l'IA générative et de les mettre en relation avec les besoins qu'avaient les marques pour lesquelles on travaille. Et grâce à ça, grâce à ce travail, on a identifié plus de 70 possibilités de développement produit. Donc, Ok. évidemment, on n'a pas pu tout faire. On en a sélectionné 3 et pendant le premier semestre 2023, on a travaillé à développer ce qu'on appelle une IA générative de confiance. Alors, ça veut dire quoi? En fait, on s'est rendu compte que l'IA aujourd'hui, c'était à la fois fascinant, mais ça pouvait aussi être un peu effrayant sur l'aspect incontrôlable. Mhm. Incontrôlable au niveau de la data, incontrôlable au niveau des réponses que peut donner l'IA. Et donc, nous, on a travaillé sur cette IA, sur le développement d'une IA générative de confiance qui se base sur ce que j'appelle les 3 C. Le premier C, c'est la conformité. Donc, on Ok. s'assure de l'intégrité de la data qu'on utilise. On est conforme RGPD et ISO 27001, par exemple. Mhm. Le deuxième sujet, c'est l'aspect contrôle. Donc, c'est éviter les fameuses hallucinations et une IA qui raconterait n'importe quoi sur le site de nos clients. Donc, on a développé des outils qui permettent de superviser Ok. la qualité de l'expérience conversationnelle. Et le troisième sujet, c'est la connectivité, c'est-à-dire comment une IA elle n'est pertinente que grâce à la data qu'elle ingère. Donc, comment on s'assure que l'IA est correctement connectée aux data de nos clients, qui peuvent être soit leur site internet, soit leur catalogue produit, soit des bases de co. Donc, l'idée, c'est qu'elle soit le plus fiable, la plus exhaustive dans ses réponses possibles. Donc ça a été un énorme boulot de l'équipe produit pendant 6 mois. Et ce qui a été génial, c'est qu'on a commencé à identifier des clients avec qui on est parti sur des tests. Et Mhm. dès l'été, on a commencé à avoir des résultats mais complètement fous sur l'implémentation de cette IA générative de confiance. Le résultat le plus dingue qu'on a eu, c'est avec Cdiscount, où on a multiplié par 3 les taux de satisfaction Mhm. par rapport à des anciens bots vieille génération. Et dans la plupart de nos POC, on obtient des taux de conversion sur les sites web grâce à nos agents conversationnels intelligents qui sont aussi élevés que ceux qu'un agent humain peut avoir. Ok. Donc, une aventure incroyable d'un point de vue produit, hein. Ouais, j'allais dire, et puis c'est vachement intéressant du coup la façon dont vous l'avez abordé, je trouve aussi en faisant cette espèce de cartographie des possibles. Comme tu dis, au final, vous avez identifié une roadmap infinie parce que quand t'as 70 cas d'usage possibles identifiés, ça fait du travail, on va dire, pour les développeurs pendant un sacré moment. Enfin, en fonction de la taille de l'équipe, mais donc c'est énorme. Et puis du coup, d'en avoir retenu deux, trois au final en fonction des cas d'usage principaux de vos clients, et d'avoir aussi au final identifié ce qu'on pouvait reprocher à l'IA, en fait, au final, les peurs que ça pouvait générer pour contrôler ça dès le début, dans la façon dont vous l'avez abordé, quoi. Effectivement, comme tu dis, c'est une aventure produit au final qui est assez sympa à raconter comme ça, quoi.
Hello, c'est Axel. Je suis désolé, j'interromps ton épisode 2 minutes aujourd'hui parce que je suis super fier de t'annoncer que je lance enfin ma première formation qui est dédiée à la création d'une stratégie de contenu. Besoin de notoriété, de crédibilité ou de prospect, le contenu, ça permet de faire tout cela d'un coup. Et le mieux, c'est que ça produit des effets cumulés à long terme. Mais si tu écoutes le podcast, je suis sûr que tu es familier avec les bénéfices de ce genre de stratégie. Donc voilà, t'es marketeur, CEO à l'entreprise et tu veux mettre en place une stratégie de contenu, ou alors t'es indépendant et tu cherches à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir avoir un process clé en main à vendre à des clients, eh bien écoute, c'est ce que je te propose avec cette formation où justement je détaille ma méthodologie pas à pas que j'utilise moi pour construire des stratégies de contenu pour mes clients. Voilà, je ne t'embête pas plus. Le lien, si tu veux en savoir plus, il est disponible dans la description de l'épisode ou via mon profil LinkedIn. Et maintenant, retour à l'épisode. Top, ok. Donc super intéressant sur l'impact au final au niveau du produit et comment vous l'avez vécu. Donc comme je dis, effectivement, c'est pas quelque chose que vous avez découvert. De toute façon, enfin, des boîtes qui travaillent sur l'IA, il y en a depuis un moment, quoi. Mais une vraie accélération, en tout cas, du coup, un vrai enjeu d'aller vite aussi sur ces sujets-là pour vous en début d'année, quoi. Exactement. Après, donc là, on a parlé un petit peu rapidement en tant que produit de ce que ça pouvait amener. Évidemment, en tant que marketeur, on le voit aussi, bah, comme j'ai une opportunité menace, en tout cas sur l'émission, parce que en termes de rédaction, de génération de contenu, on voit bien qu'il y a de l'intérêt. On le voit aussi sur le graphisme, sur l'image, sur la vidéo, tous ces cas d'usage là qui arrivent un petit peu, qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus vite, mais qui sont aussi peut-être du coup une menace pour certains métiers. Comment est-ce que vous avez vécu ce bouleversement-là au sein de l'équipe marketing et quel impact ça a eu sur votre organisation au final? Alors, chez iAdvice, du coup, l'expérience IA a été particulière dans le sens où je dirais qu'on a bu notre propre champagne. Mmh. À savoir que d'un côté, l'IA a permis le développement de cette nouvelle solution d'IA générative de confiance, donc avec un lancement sur le marché qui a été opéré par notre équipe marketing. Mmh. Et de l'autre côté, l'IA a déferlé au sein de notre équipe marketing, avec notamment une utilisation quotidienne maintenant de ChatGPT. Moi, ce que je peux dire de manière assurée, c'est qu'on n'aurait pas été capable de faire ce plan de lancement hyper ambitieux de ce nouveau produit si on n'avait pas, de la manière dont on l'a fait en tout cas, si on n'avait pas utilisé l'IA au sein de notre service marketing, et notamment ChatGPT et Mindjourney. Je OK. pense que on a réussi à lancer de manière réussie cette nouvelle solution parce qu'on a utilisé l'IA et que ça nous a permis d'accélérer la manière dont on travaille au niveau de notre service marketing. Alors, notre plan de lancement, ça a été un choix que j'ai fait avec beaucoup de conviction. On a décidé que ça serait pas un big bang, Mmh. c'est-à-dire on a décidé de pas attendre d'avoir tous les assets, tous les bons arguments, tous les bons messages, etc. pour faire une grosse annonce au marché. On a décidé de faire ce qu'on appelle un soft launch, c'est-à-dire qu'on a communiqué au fil de l'eau. OK. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que tout le monde communique autour de l'IA. On voyait qu'il y avait un énorme buzz et on s'est Mmh. dit on va pas perdre du temps par rapport à nos concurrents pour commencer à prendre la parole. Alors du OK. coup, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc pendant ce fameux premier semestre 2023 où on avait notre équipe de produits qui était en ébullition sur la construction de notre produit, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à prendre la parole en mode thought leadership sur OK. notre vision de l'IA et sur nos ambitions concernant l'IA. Donc, on a pris la parole dans les médias, on a pris la parole sur notre site internet, sur notre blog, on a fait des tribunes où on expliquait où on voulait aller, comment on voyait les choses. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au premier trimestre, on a eu beaucoup de reprises médias parce qu'on a été OK. dans les premiers à prendre la parole. Et au cours du deuxième trimestre, on a eu tous les petits copains derrière, toute la concurrence qui sont arrivés et c'était beaucoup plus difficile d'arriver à émerger. Donc, on en a OK. profité pour mettre à jour notre site web, tous nos assets de com. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que au tout début de l'été, on a commencé à avoir nos premiers résultats avec nos clients, notamment Cdiscount. Et là, on a été dans les premiers à dire, mais en fait, nous, c'est plus une vision qu'on communique, c'est comment on fait, et c'est des résultats. Et donc là, on a renchaîné sur une deuxième phase de relations presse qui a été incroyable. Ça a été le troisième trimestre 2023. Ça sera dans l'histoire d'iAdvice le trimestre où on aura eu le plus de reprises relations presse de toute l'histoire d'iAdvice. OK. Donc vraiment une déferlante. Et donc face donc à ces succès qu'on avait en termes de com,
ce qu'on a fait, c'est qu'au début de l'été, on a aussi commencé à mettre en place des campagnes de lead gen, mais alors pour le coup, ultra sous-marin, ultra ciblé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe sales pour identifier les profils de clients et de prospects qui pouvaient être réceptifs à venir tester un nouvel outil Mhm. complètement disruptif, et on est allé les targeter via des campagnes de paid social, paid search, via des webinars, via des mailers ou via de l'événementiel physique, mais vraiment plutôt petit comité, pour Ok. aller parler directement aux bonnes personnes. Et En donc mode, là, tu pardon, j'allais dire en mode ABM au final un petit peu sur des quelques comptes extrêmement ciblés. Exactement. L'idée, c'était pas d'arroser sans savoir à qui on parlait, mais ultra ciblé complètement de Mm. l'ABM. Et donc là, on est donc fin septembre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu des résultats vraiment bluffants. Donc en relation presse, meilleur trimestre jamais eu de l'histoire d'iAdvise. Cette exposition qu'on a eue dans les médias nous a permis d'avoir ce qu'on appelle des earned opportunities, c'est-à-dire que on est contacté proactivement par des conférences pour venir Mm. parler en tant qu'expert. Là, j'ai encore reçu une demande ce matin. Voilà, on était hier à B2B Rocks aussi. Ouais. Je dirais que la visibilité appelle la visibilité. Sur notre site web, on a vu une explosion des visites organiques liées au terme Generative AI. Ok. Nos posts sur la partie social media, nos posts LinkedIn ont vu une explosion de leur taux d'impression. Donc notamment quand on a fait les annonces autour de nos premiers résultats vraiment observés auprès de nos clients comme Cdiscount, on a eu des posts qui ont été vus ou qui ont eu 6 fois plus d'impressions que un post moyen Ok. chez iAdvice depuis le début de l'année 2023. Et sur nos ads, on a vu nos taux de conversion qui ont été triplés. Donc c'est assez vertigineux. Donc là, du Mm. coup, on a presque un problème de riche entre guillemets. Notre enjeu, c'est d'arriver à maintenir cette dynamique, à maintenir cette position. Et là, en ce moment, du coup, l'équipe travaille sur 2 chantiers. Le premier, c'est de mapper notre inbound, de cartographier notre inbound, c'est-à-dire que jusqu'alors, on a fait beaucoup de contenu top of funnel. Mm. Et donc là, l'idée, c'est de renforcer ça avec du contenu mid et bottom of funnel. Donc on travaille beaucoup là-dessus, puisqu'en fait, l'idée, c'est aussi de proposer du contenu à la même vitesse que nos prospects et nos clients mûrissent sur le sujet de l'IA. Donc Ok. du contenu toujours plus expert. Donc ça, c'est le gros sujet du moment, le gros morceau du moment. Et on va lancer par exemple un gros programme vidéo dont je suis très fière. Et le deuxième sujet, c'est d'arriver à conserver cette dynamique relation presse, thought leadership qu'on a instaurée depuis quelques mois. Et l'une des idées, l'un des leviers qu'on a trouvé, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant, en prenant la parole dans les médias, que le discours autour de l'IA générative faisait apparaître de nouveaux experts en interne Mm. chez iAdvice, et notamment des gens au produit qui n'avaient pas l'habitude de faire de la com externe, des gens au légal, des gens à la data, des gens au people, parce qu'en fait, l'IA, ça touche tous ces sujets-là dans une entreprise. Ouais. Et donc, on a identifié tous ces experts. Et il y a 15 jours, on a média-trainé tous ces talents. Il y a des gens qui ont un talent incroyable de prise de parole. Et donc, ces nouveaux visages, on va les présenter aux journalistes là dans les prochaines semaines. Et je pense qu'on va réussir à avoir à nouveau une nouvelle traction avec toute cette brochette d'experts ultra brillants. Ok, super intéressant. Tu viens de nous faire un retour très complet. Si je reprends du coup un petit peu au final, donc vous avez choisi d'aller vite en termes de communication aussi. Donc c'est pour Ouais, ça que vous avez opté pour le soft launch. En fait, en prenant la parole déjà en tant qu'expert pour exprimer la vision le temps que le produit se développe. Une fois que exactement. vous avez eu du coup ces premiers POC au final, que le produit était prêt, que vous avez eu les premiers POC, vous avez commencé à essayer de générer du business en ABM sur des comptes très ciblés qui étaient au final des profils similaires à ce que vous avez eu sur le POC. Ouais, J'imagine, pour pouvoir tout à pousser fait. des cas d'usage parallèles. Exactement. Et après, du coup, une fois que ça a été démontré, vous avez pu accélérer en termes de lead gen. Tu l'as dit aussi sur les ads, sur le trafic, sur le SEO, tout ça, pour essayer du coup de passer à l'échelle cette fois-ci. Et c'est pour ça que maintenant, vous êtes rentré sur des contenus, sur une phase plus de contenu expert au final aussi. Parce que forcément, le thought leadership, on est plus en découverte, en tofu, quoi. Et C'est donc ça. maintenant, vos enjeux, c'est de monter, de faire monter en maturité aussi les gens vers le produit, quoi.
avec nous et donc d'être capable de me démontrer cette expertise qu'on a, qui est assez avancée, je pense, sur l'IA générative conversationnelle. Trop cool. Ok, super intéressant. Et donc tu l'as dit aussi, vous avez avancé très vite sur ce plan de lancement grâce à l'IA. Donc c'est quoi aujourd'hui les cas d'usage que vous avez au sein du service marketing? Alors moi, ma conviction, c'est que l'IA, c'est un membre supplémentaire de mon équipe marketing. Donc, je leur dis toujours de l'inviter à nos meetings, Ouais, c'est-à-dire de préparer nos meetings en utilisant ChatGPT pour ne pas le nommer. Donc, on l'utilise un peu tout le temps, un peu partout. Maintenant, ça fait vraiment, ça fait partie de nos habitudes, j'ai envie de dire. Après, il y a des sous-équipes de l'équipe marketing qui l'utilisent particulièrement. Je pense notamment à l'équipe contenu qui l'utilise pas mal pour créer du contenu, en tout cas créer ok, des premiers drafts, ouais, l'optimiser pour le SEO, l'utiliser notamment pour la structuration des articles. Donc ça, on d'accord, l'utilise pas mal au niveau du contenu. On l'utilise aussi sur la partie social media. Donc on est présent sur les réseaux sociaux, on écrit des posts. Et sur la partie employé advocacy. ok, C'est-à-dire que on s'est rendu compte que souvent, ce qui était un frein pour nos employés chez iAdvise pour engager sur nos posts sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils savaient pas quoi commenter. ok, Alors, il likait, mais il commentait pas. Et donc là, avec ChatGPT, en fait, on fait travailler ChatGPT sur des suggestions de commentaires sur LinkedIn qu'on propose à nos salariés. ok, Donc ça, c'est pour la partie plutôt contenu. Et comme il y a l'équipe Growth, évidemment, qui utilise beaucoup de ChatGPT pour qualifier certains fichiers, par exemple, pour écrire du code, notamment pour nous aider dans des campagnes outbound. d'accord, Donc, on a eu quelques succès là-dessus. Et moi, en tant que CMO, j'utilise beaucoup pour travailler mon messaging et mon storytelling, donc dans des presses que je dois faire, soit en externe, soit en interne. Je trouve que ChatGPT me donne souvent des bonnes idées pour optimiser un peu mon message. d'accord, Donc ça, c'est plus pour la partie, je dirais, speaking opportunities, mais aussi sur des sujets très de fond, très théoriques. On avait des grandes discussions autour de la contribution, de l'attribution, et ChatGPT, il a été capable de me faire des synthèses de ce qui se faisait à l'état de l'art en SaaS B2B, donc m'a fait gagner énormément de temps. Et j'utilise aussi pas mal ChatGPT pour me faire gagner du temps sur les livres que je devrais lire et que je ne lis jamais. ouais, c'est Donc, vrai que c'est hyper pratique. Ça te fait des notes de synthèse sur des livres de base du marketing que tu n'as pas temps de lire. Et surtout, moi, j'utilise en mode loop. C'est-à-dire, je vais lui dire, tu me fais un résumé en 3 pages de tel livre. Puis je vais lire les 3 pages et là, je vais dire, oh là, ce paragraphe-là, c'est exactement un des sujets, une des questions que je me pose. Est-ce que tu peux creuser? 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 Et donc, ça me fait gagner, voilà, des heures et des heures de lecture. ok. Très cool. Ouais, effectivement, on le voit bien, ça, à tous les étages, au final, des utilisations différentes, quoi. Ouais. Top. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. Comme on se dirige doucement vers la fin, on a parlé au final de bonnes pratiques, de réussite, comment vous l'utilisez. Le rôle de CMO, c'est pas non plus tout rose aussi. Est-ce que tu peux nous partager, j'allais dire, est-ce que t'as un échec ou c'est quoi tes grosses problématiques du moment, les choses aussi qui, voilà, ont montré aussi un petit peu que au final, on a tous des galères quand même, même quand ça marche bien, quoi. Ouais, alors je trouve que elle est hyper bien cette question. C'est un message qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'en fait, on se plante tous et que je dirais que la base, c'est l'échec. Ouais. J'essayais, du coup là, j'essaie de réfléchir à un échec en particulier, mais en fait, j'en ai eu tellement, je me suis tellement plantée, je me suis tellement pris des murs que j'aurais du mal à en sortir un plus gros que les autres. Mais c'est ça, être marketeur, c'est tester. Et tester, généralement, on réussit pas du premier coup. Donc, c'est enchaîner les échecs et se relever avec toujours un petit peu plus de grâce et d'élégance. En revanche, sur la partie challenge, tu vois, je vais avoir 40 ans, j'ai eu quelques prises de poste et j'ai trouvé qu'à chaque fois que je prenais un poste, le même challenge que j'avais, c'était d'arriver à placer le marketing au cœur des enjeux business de l'entreprise où je travaillais. Donc, je te l'ai dit, en plus, moi, j'ai un passé de sales, donc j'ai un Mhm. côté très business. Et moi, ce qui me tient énormément à cœur, c'est de montrer que le marketing, c'est un partenaire business. Et qu'on est là pour créer de la valeur, on est là pour créer de la richesse, on est là pour créer de la croissance, on est là pour accompagner les sales, débloquer certains sujets, accélérer certains deals, détecter d'autres deals. Et c'est vraiment ça qui m'importe. Et je suis encore parfois surprise
de voir qu'un certain nombre d'entreprises SaaS B2B ne mettent pas le marketing au bon endroit ou ne le considèrent pas à sa juste valeur. Donc, ce qui n'est pas le cas chez iAdvise, et ce qui d'ailleurs a été un de mes critères de choix quand j'ai rejoint iAdvise, c'est que pour le coup, iAdvise est une entreprise très marketing-centrique. Ceci étant dit, donc pour positionner le marketing comme un business partner, je trouve qu'il y a 2 jambes, il y a 2 leviers à activer. Le premier, c'est l'alignement avec les sales. Donc, c'est vraiment être connecté au business, parler le même langage, aider dans le pipe. Et le deuxième, c'est la visibilité en interne. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes marketing com qui sont très centrées sur la com externe et qui parfois ont tendance à être un peu les cordonniers mal chaussés et oublient de faire leur com interne et de communiquer sur le plan, de communiquer sur toutes leurs super initiatives et de communiquer sur les résultats de leur campagne. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble hyper important. Et du coup, j'en profite pour passer un petit coucou à mon équipe. Je leur fais des gros bisous et je les félicite pour tout le travail qui a été effectué ces derniers mois. Ouais, je te rejoins vachement sur cette histoire de visibilité aussi en interne. Bon, l'alignement avec les sales, évidemment, c'est une des problématiques majeures du marketing dans toutes les boîtes, je pense, de ceux avec qui je discute. Et la visibilité en interne, c'est vraiment un sujet aussi qui est important, je trouve, et là, tu l'as dit, parce que vous avez un nouvel enjeu RP, en plus, avec de nouvelles personnalités qui viennent sortir des équipes, des RH, des équipes produits et tout. Et quand on implique aussi comme ça les autres équipes dans les actions marketing, c'est bien toujours de leur montrer que ça marche et à quoi ça sert aussi pour continuer à les impliquer, parce que ça demande du temps en plus de leur mission classique, on va dire, entre guillemets. Et je trouve que voilà, c'est de pouvoir faire aussi ces retours, ces communications en interne sur ces sujets-là, c'est vachement important. Je pense que c'est vital. C'est vital. Ouais. Top, merci beaucoup. On a dit beaucoup de choses au final dans cet épisode, si on devait résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu retiendrais de la période que tu as vécue là, que tu voudrais donner du coup aux marketeurs qui regardent ce changement peut-être avec un petit peu d'angoisse ou d'inquiétude sur ça? Alors, moi, je trouve qu'on vit une période compliquée pour les marketeurs parce que je trouve qu'on leur demande énormément. On leur demande de savoir parler en public, on leur demande de savoir parler anglais, on leur demande de savoir écrire, on leur demande d'être capable de faire un retour sur un visuel, on leur demande d'être capable d'aller fouiller dans de la data. Et on leur demande là, en plus, d'embrasser des changements technologiques, d'embarquer leurs équipes, d'adopter l'IA, de faire en sorte que tout le monde trouve ça hyper naturel, alors que c'est encore un sujet qui est assez nouveau dans la manière de manager une équipe marketing. Et en fait, j'ai envie de dire, mais foutons-nous la paix. Je vais faire le Christophe André du marketing, mais on peut pas. En fait, c'est impossible d'être excellent partout. En fait, aujourd'hui, être marketeur, c'est être un couteau suisse. Et on peut pas être la star du growth, la star du contenu. C'est juste impossible et c'est épuisant. Moi, je pense que aujourd'hui, être marketeur, c'est être un peu comme un décathlonien. Donc en fait, tu as 10 épreuves à faire et en fait, ton objectif, c'est d'être bon un peu partout et d'être régulier un peu partout. C'est de connaître tes forces et donc de les mettre en avant. On a tous des zones de confort sur lesquelles on est très à l'aise et des sujets sur lesquels on est un peu moins. Et c'est de travailler du coup sur les sujets sur lesquels on est un peu moins bon, mais sans se fouetter en fait. Et donc moi, je suis une grande fan de Decathlon. Je suis une grande fan de Kevin Mayer notamment. Et donc je pense qu'on devrait être les Kevin Mayer du marketing et qu'on peut pas être Usain Bolt sur tous les sujets. Ça marche. J'aime beaucoup, effectivement, le décathlon. Ça représente bien, je trouve, au final, comme tu le dis, être un peu. On parle souvent des profils hantés, d'avoir une base un peu partout, et puis une ou deux disciplines du coup sur lesquelles tu vas avoir un point fort, quoi, au final. Et je trouve que ça correspond bien au profil du marketing, quoi. C'est exactement ça, le profil hanté, le décathlonien. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup encore une fois d'être venu sur le podcast. C'était super riche et je trouvais ça très intéressant. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te trouver sur LinkedIn peut-être. Ouais, LinkedIn, c'est bien. Ok, top. Encore une fois, merci pour tout ce partage. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Et puis du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Écoute, moi aussi. Et puis Jean-Paul a tout écouté et il te souhaite aussi une bonne journée. Écoute, tu l'embrasseras pour moi. Salut. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi.
Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.